L'espace, un choix de civilisation, c'est comme ça que j'ai intitulé cette présentation. Donc l'espace n'attend que nous. Il nous tend les bras, il est chargé de cadeaux. La question, c'est de savoir si on serait assez sage pour mériter ces cadeaux. Sage au sens créateur, en fait, au sens vraiment de faire preuve de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ça, c'est la question. Et je voulais citer Jean-Pierre Luminet, l'astrophysicien et poète, qui est aussi notre ami, dans ses dernières chroniques de l'espace, c'est les chroniques qu'il a fait sur France Inter et qui ont été éditées. Je le cite parce qu'il donne un peu une idée originale du défi. Il dit « Envoyer un homme humain dans l'espace, c'est un peu comme envoyer un brin d'herbe dans un volcan ou une bougie dans une tornade, ça craint. » Alors détrompez-vous, c'est pas du tout une manière pessimiste de voir la chose, mais au contraire une manière optimiste. Parce que pour lui, c'est pas d'envoyer un homme dans l'espace qui craint, entre guillemets. Ce qui craint, c'est de ne pas le faire intelligemment. C'est de ne pas le faire avec toute la responsabilité que ça incombe et étant donné aussi le défi que ça représente. Donc il reste un très grand optimiste, Monsieur Luminet, comme nous, sur le potentiel de l'homme à relever ces défis qui sont les plus audacieux. Parce qu'il faut admettre, en effet, qu'il y a des contraintes objectives qui nous séparent de l'espace, ça c'est important de l'admettre, mais que la contrainte absolue, l'ultime, c'est une contrainte subjective. Donc la question, c'est une question politique. C'est une question de choix, une question de décision. Et un choix de civilisation, en fait, qui doit être mûrement réfléchi, mais comme peut l'être aussi un non-choix. Pensez à cela, le fait de ne pas choisir. Donc c'est pourquoi la décision de l'administration Trump de faire allunir 2 astronautes américains, dont une femme d'ici 2024, est une importance stratégique pour l'avenir. Alors pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Sachant que là, il ne s'agit pas seulement d'un aller-retour, en fait, mais d'un programme visant à établir une colonie humaine de façon pérenne sur la Lune. Donc ce projet s'appelle le projet Artemis, donc du nom de la sœur d'Apollon dans la mythologie grecque. Il se dessine en 2 phases. La première, c'est l'alunissage des 2 astronautes donc d'ici 2024, en passant par le lancement d'une capsule Orion non habitée autour de la Lune, avec un lanceur lourd qui est le SLS, le Space Launch System, puis envoyer d'ici 2023 3 astronautes en orbite autour de la Lune et revenant sur Terre, mais ne se posant pas sur la Lune, puis en 2024, faire allunir les 2 astronautes. Donc ça, c'est la première phase d'ici 2024. Il y a une deuxième phase qui consiste à penser à établir une base pérenne sur la Lune, visant à accueillir une communauté scientifique et industrielle. Mais il y a un problème de taille, qui n'est pas un problème technique, mais qui est en réalité un problème d'ordre en fait, culturel, mais surtout financier. Et on parle notamment de la question financière. Alors, sachez qu'une de nos militantes, Keisha Rogers, aux États-Unis, qui a été candidate au Congrès et au Sénat au Texas, est intervenue sur le directeur de la NASA, Jim Bridenstine. Elle lui a posé la question comment on va faire pour aller d'ici 2024 sur la Lune, et nous, on vous encourage, dites-nous si vous voulez vraiment vous engager. Et Jim Bridenstine a dit, de toute façon, si on ne s'y engage pas, si on ne met pas les moyens, on fera comme tous les programmes scientifiques qui durent trop longtemps, au bout d'un moment, ils sont abandonnés parce qu'il y a une question partisane, et qu'aujourd'hui, la vraie question, elle doit être non partisane. Donc cette question-là motive, semble-t-il, énormément Jim Bridenstine. Maintenant, la question, c'est une question d'argent et des budgets. Et par rapport à cela, parce que souvent on dit que ça coûte trop cher, il est bon de rappeler certaines données sur combien coûte un programme spatial tel que Artemis, par exemple, et d'autres. Artemis, environ, on l'évalue entre 25 et 40 milliards. Disons 40 milliards pour être sûr, parce qu'on sait qu'il y a toujours des coûts et des nouveaux coûts qui vont s'additionner, c'est-à-dire à peu près 8 milliards par an. Et rien n'assure pour l'instant que le financement se fasse, puisqu'aux États-Unis, il y a des congressistes réticents et on sait la situation économique. Donc ça touche directement la question du système. Et vous allez me dire, de toute façon, ça serait de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, moi je vais vous dire, est-ce vraiment le cas? Donc, vous voyez ici combien ça coûte annuellement pour les États-Unis, la Chine, l'Europe et la France, le programme spatial, annuellement. Donc en milliards de dollars, valeur de 2008. C'est des données qu'on a de certaines études aux États-Unis. Et vous les comparez aux 26 milliards que va coûter la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Par an. Ça va coûter plus de 200 milliards, en fait. Ils dépensent 500 millions par semaine. Alors, évidemment, pour bâtir des infrastructures, parce que là-bas, il n'y a pas d'infrastructure, mais c'est assez gigantesque. Et
Voilà, et notamment, combien ça va coûter par habitant. Donc voilà ce que coûte pour les États-Unis le coût annuel par habitant, ce que les Américains dépensent, ce que les Chinois dépensent, un Européen, donc c'est une place de cinéma par an. La France, qui quand même, voilà, vous contribuez à l'espace. Et vous voyez combien un Qatari dépense pour la Coupe du Monde du 2022. Bon, c'est des échelles de grandeur, hein, les chiffres ne sont pas exacts, mais voilà, ça donne une idée. Donc, et la flèche, oui, il ne va pas jusqu'à la Lune. Donc, comme l'explique clairement, oui, parce que la question derrière, c'est évidemment le financement du spatial est trop souvent considéré faussement comme un coût et non pas comme un investissement pour un gain futur. Et comme l'explique clairement l'astronaute Jean-François Clairvoy, avec qui j'avais pu discuter notamment avant la campagne de 2017, il m'avait envoyé une lettre qu'il avait adressée à Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur de 2012 à l'époque, donc, et de la recherche. Et il a dit la chose suivante dans sa lettre: « Nous pouvons témoigner que l'espace est incontestablement un secteur offrant l'un des meilleurs investissements conduisant au progrès de nos sociétés. Il est démontré par toutes les études économiques que les activités spatiales ont dans l'économie un effet multiplicateur de l'investissement initial dans un rapport de 4 à 20 selon l'activité considérée. Et cela sans compter, je crois que c'est le plus important, les retours non mesurés à forte valeur ajoutée sociétale, tels que l'inspiration et la motivation des jeunes pour les études scientifiques, l'identité renforcée de la société. » Donc, par rapport aux vocations que suscite l'espace, voyez par exemple ce graphe. Donc, c'est beaucoup des données américaines, j'en suis désolé. Il faudrait qu'à un moment donné, on fasse ces études plus approfondies pour la France et l'Europe. Ça m'a été envoyé par M. Clairvoy. C'est un graphe qui explique clairement comment le financement du projet Apollo a eu, entre autres conséquences, une claire augmentation des diplômés en ingénierie, en mathématiques, en physique. Et comme il le dit, il ne s'agit pas d'un simple accroissement quantitatif. Donc, le simple fait que la communauté scientifique s'agrandit, ça a pour effet de stimuler encore plus ses membres et donc permettre une plus grande capacité de générer des percées fondamentales. En réalité, c'est ça aussi la question. Donc, cependant, encore faut-il orienter nos scientifiques dans la bonne direction. Parce que, par exemple, dans un article du Monde du 11 septembre dernier, qui s'appelle « Génération Pesquet, des vocations pour l'espace », on explique que la France a de plus en plus d'étudiants qui veulent travailler dans le secteur spatial. Pesquet ayant inspiré cela et beaucoup d'autres choses. Mais principalement, malheureusement, je dirais, enfin en tout cas c'est important, mais principalement dans le numérique et la production d'applications destinées au traitement des données satellitaires ou du développement du tourisme spatial. Et le groupement des industries françaises et spatiales, le GIFAS, évidemment, attend à peu près 15 000 recrutements en 2019 dans le spatial, dont 37% de cadres et d'ingénieurs et 38% d'opérateurs et de techniciens. Donc c'est très bien, notamment dans les petites entreprises. Mais ils disent les offres d'emploi ne sont pas toujours là où on les attend. Ainsi, les entreprises ont du mal à recruter sur des métiers techniques d'ajustage, de soudage ou d'usinage liés au spatial. Et Philippe Dujaric, donc directeur de la formation au GIFAS, au groupement d'industrie française spatiale, d'ajouter « Il nous faudrait aussi un Thomas Pesquet chaudronnier ». Bon, l'image, mais je trouve ça intéressant. Voilà, ça vous donne une idée aussi de la question de l'orientation. Donc il nous faut un programme ambitieux, un programme qui ne soit pas juste des simples lancements de satellites de télécommunications ou même des nouvelles stations spatiales internationales, bien que ce soit important, mais il nous faut partir de plus haut, envisager la Lune, et la Lune, l'entrevoir comme un tremplin vers Mars. Donc il nous faut relever le défi de faire traverser une bougie dans une tornade. Parce que Mars, c'est un défi. Hein. Nous ne pouvons pas y envoyer des êtres humains actuellement, pour l'instant. D'ailleurs, c'est tout aussi intéressant et passionnant d'abord d'envoyer nos rovers, nos sondes, et d'aller scruter l'environnement, de comprendre mieux l'environnement. Mais pour l'instant, avec les moyens de propulsion chimique qu'on connaît, le propergol liquide, il nous faudrait au moins 2 ans dans le vide cosmique, ne serait-ce que pour faire un simple aller-retour vers Mars. Et il n'y a rien de plus faux que de parler de vide cosmique, parce que nos astronautes, durant ce séjour de 2 ans, seraient soumis à des niveaux de radiation dus au rayonnement cosmique ou au vent solaire d'une intensité et sur une période telle qu'ils en mourraient ou leur santé serait extrêmement endommagée, donc sans compter les effets néfastes, donc de la pesanteur et les effets psychologiques d'être dans un environnement confiné. Donc pour envisager à terme un voyage habité, il nous faut un combustible plus dense qui requiert moins de masse pour une même quantité d'énergie dégagée.
Et ça, c'est la fission nucléaire qui est très étudiée, aussi bien pour les propulseurs que pour les réacteurs qui serviraient à avoir l'énergie dans l'espace. Mais pour réduire le trajet véritablement, il va nous falloir la fusion thermonucléaire. Alors la fusion, vous voyez, la fission, c'est on casse des gros atomes. La fusion, c'est quand on fusionne des petits atomes et ça dégage encore plus d'énergie. Et la fusion connaît plusieurs stades, connaîtra plusieurs stades de développement, comme les filières du nucléaire. Mais le stade ultime, c'est celle avec l'hélium-3, qui nous permettra véritablement des percées fondamentales. Donc il nous faut pour cela un véritable programme à marche forcée. Pourquoi c'est si essentiel ? Parce que la réponse se situe dans la question de la densité énergétique. Et pour vous donner une idée, vous voyez, pour illustrer mon propos, vous avez une fusée à gauche qui fonctionne au propergol normal. Eh bien, dans la fusée à droite, c'est comme si vous ajoutiez à l'intérieur de cette fusée à peu près de l'ordre du million, voire 10 millions de fusées de gauche. Et pourtant, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles, vous savez, où le chapelier fou déverse sa citerne de thé dans la petite tasse et puis on a l'impression qu'en fait, elle se remplirait toujours. Là, c'est le monde physique réel. C'est le monde dans lequel on peut intervenir. C'est les principes qu'on peut comprendre. Donc, la fusion nous offrirait aussi d'autres moyens de recycler les déchets, notamment les déchets nucléaires. Donc, c'est quelque chose qui a absolument une vocation à nous permettre cette nouvelle plateforme dont parlait Benoît. Et je pense qu'un véritable écologiste aujourd'hui devrait viser la Lune, voire Mars, de ce point de vue-là. Alors c'est pour ça que moi, je travaille actuellement avec des astronautes, des techniciens, des chefs d'entreprise autour du village lunaire. Vous avez aussi M. Michel Tonini, qui est cet astronaute français qui en fait partie, pour développer cette idée qui avait été amenée par le directeur de l'Agence spatiale européenne, Johann Dietrich Werner, et promue par l'astronaute française Claudie Aigneret. Donc l'idée d'un village lunaire rassemblant toutes les compétences, les projets, pour amener, disons, une civilisation humaine à se développer autour de la Lune, comme tremplin. Mais me diriez-vous, la fusion, ça n'est pas avant 30 ans. C'est comme on dit toujours, la fusion thermonucléaire, c'est pas avant 30 ans. Alors, il n'y a rien de plus faux, parce qu'il y a une étude menée par l'administration américaine de la recherche et du développement dans le secteur de l'énergie, en 1976, qui a étudié plusieurs scénarios et montrant qu'on pouvait atteindre la fusion dans 15-30 ans si on mettait un budget de ce niveau-là, voyez, en milliards de dollars. De même, pour le programme visant à établir la fusion la plus simple, d'ici à 15 ou 20 ans, il faudrait le budget annuel devrait être évalué entre les différents niveaux. Okay. Or, tout à gauche, vous avez ici, vous avez le niveau en dessous duquel on avait évalué que la fusion n'arriverait jamais, parce que c'est un niveau trop faible de financement. Et là, vous avez l'actuel niveau de financement de la fusion. Donc la fusion, jamais, toujours dans 30 ans, ce sera toujours le cas, parce qu'on ne veut pas y mettre les moyens. Et là, c'est vrai qu'on jette de l'argent par les fenêtres, parce qu'on ne met pas les moyens, et on perd, en fait, la possibilité de le faire. Alors, il y a le réacteur ITER, il y a cette coopération internationale qui se met en place, et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais évidemment, c'est envisagé d'ici 2025 les premiers plasmas, les premières applications, et la vraie production d'énergie d'ici 2050-2060. Mais il faut aller plus vite. Donc là, c'est pour vous donner aussi une idée du manque à gagner. C'est de la même étude. On a calculé le taux de financement à partir de 76 qu'il faudrait pour avoir la fusion en 98, et le taux de financement réel. Donc, c'est-à-dire le rouge, c'est tout le manque à gagner qu'on n'a pas investi pour avoir la fusion. Alors, en 98, on a eu la Coupe du Monde de France. J'étais content qu'on gagne, mais j'aurais vraiment aimé plutôt qu'on ait la fusion. J'aime bien le football, mais je pense que mon temps est dépassé, mais je vais continuer. Donc, voilà. Maintenant, pour conclure, justement, il nous faut donc un programme à marche forcée. Et on a eu ces programmes à marche forcée, comme vous le voyez auparavant, c'était le programme Manhattan et le programme Apollo, où on a eu ces financements très importants qui nous ont permis d'aboutir. Les gens vous diront, c'est parce que ce sont des projets militaires ou c'est des projets dus à la guerre froide. Alors je voulais vous citer Kennedy. En septembre 1963, au discours à l'Assemblée générale de l'ONU,
qui dit la chose suivante. Finalement, dans un domaine où l'Union soviétique et les États-Unis ont une expérience particulière, le domaine de l'espace, il y a une place pour une coopération nouvelle, pour de nouveaux efforts conjoints dans la réglementation et l'exploration de l'espace. Donc imaginez, en 1963. Dans ces possibilités figure une expédition conjointe sur la Lune. Pourquoi dès lors le premier vol de l'homme vers la Lune donnerait-il lieu à une compétition entre les nations ? Pourquoi l'Union soviétique et les États-Unis, dans la préparation de telles expéditions, se trouveraient-ils engagés dans un immense double emploi portant sur les recherches, la construction et les dépenses ? Certainement, nous devrions explorer si les savants et les astronautes de nos deux pays, voire du monde entier, ne peuvent pas travailler de concert à la conquête de l'espace en envoyant un jour sur la Lune, au cours de cette décennie, non pas les représentants d'une seule nation, mais les représentants de toute l'humanité. Donc, ça vous fait réfléchir sur, évidemment, la conception de Kennedy de l'enjeu spatial, qui est aussi notre conception. Et c'est une conception qui brise avec les idées préconçues, avec cette espèce de pessimisme qui nous ronge et qui finira par nous tuer en tant que civilisation si on continue. C'est une conception de l'homme qui, notamment, qui n'est pas celle de l'homme créateur, qui veut aller de l'avant et voir l'avenir. Et pour conclure vraiment, je voulais vous citer, reconclure, pour comprendre cet esprit optimiste, je voulais vous citer notamment Lyndon LaRouche, dans un discours en 2009, qui dit la chose suivante. « L'espèce humaine doit finalement vivre dans l'univers. Nous devons vivre dans le système solaire. Nous devons vivre dans la galaxie. À plus long terme, nous devons faire face aux défis que cela représente. Il nous faut une vision, penser comme une personne immortelle. C'est-à-dire penser à l'humanité dans un avenir lointain et penser à votre place dans l'humanité, dans un avenir lointain et même dans une planète lointaine, sur une planète lointaine. Parce que vous recherchez en vous quelque chose qui a une valeur permanente. Nous sommes tous mortels. Nous sommes nés et nous mourrons. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des créateurs pensant de manière créative. Et le sens de notre vie ne réside pas dans notre existence biologique en tant que telle. Elle réside dans le sens que nous donnons à l'humanité tout entière, avant et après nous, dans ce que nos vies auront contribué à l'existence de l'humanité dans son ensemble. Et par conséquent, le meilleur moyen, c'est toujours de regarder de l'avant, de viser aussi loin que possible vers l'avenir et de voir ce que nous devons faire pour cet avenir, afin que de cette façon, notre main puisse continuer à tenir le gouvernail, même longtemps après notre mort. Et cette citation me rappelle juste cette anecdote de ce journaliste qui allait notamment dans les bureaux de la NASA dans les années 60 et qui interviewait Neil Armstrong et d'autres astronautes, et puis qui à un moment donné se retrouve dans un couloir et discute, il voit en fait un homme faire le ménage et lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites vous ici ?» Et cet homme de ménage lui dit « Moi monsieur, je travaille à amener un homme sur la Lune. » Et je crois que c'est cet esprit-là qui doit animer la société. Merci.